Bonjour Denise. Bonjour. Nous sommes dans le bidonville d'Año Nuevo, dans la grande ville de Comas, une ville qui fait partie du Grand Lima, plus d'1 million d'habitants, le Grand Lima 10 millions d'habitants. Denise, il y a plus de 25 ans que vous êtes ici. Expliquez-nous ce qui vous a amené à venir habiter dans ce bidonville d'Año Nuevo. J'avais un bon travail. J'étais professeur de mathématiques et de sciences dans un petit collège en France. Mais je souhaitais rencontrer des gens plus pauvres. Moi, je viens d'une famille pauvre et il restait toujours le sentiment que c'était vers des gens pauvres avec qui je devais me trouver, puisque c'était mon expérience. Et j'ai d'abord cherché en France comment je pourrais rencontrer des personnes avec qui j'aurais pu faire un temps d'expérience et apporter quelque chose. Et puis j'ai trouvé que c'était difficile en France. Et dans ce moment où je cherchais, ma congrégation religieuse, les Filles de Jésus, avait décidé d'aller en Amérique latine. Donc elles ont envoyé une invitation aux sœurs qui étaient encore en âge de pouvoir partir pour leur demander si elles seraient d'accord d'aller en Amérique latine. Elles sont allées reconnaître les lieux. Et puis, on nous a passé une vidéo. Et quand j'ai vu ces alignements de maisons qui n'en étaient pas, qui étaient comme des cabanes, en plein désert, abandonnées, bon, d'abord, ça m'a fait un peu peur. Et puis après, je me suis dit, il faut tenter l'aventure. Je me suis dit, si je ne tiens pas le coup, je resterai au moins 4 ans. Si au bout de 4 ans, ça va pas, j'aurais fait ce que je devais, je pourrais revenir. J'avais beaucoup de peine de laisser le petit collège où je travaillais. Et donc, on peut dire maintenant qu'il y a plus de 4 ans que vous êtes là. Combien de temps exactement, je ne sais pas. 31. Je vais pour les 32. 32 ans. Et puis, bon, vous êtes au Pérou, et vous n'avez pas vraiment l'intention de revenir en France. Vous installez en France. Oui, au bout de 31 ans de présence au même endroit, dans un petit bidonville qui s'appelle Año Nuevo, au bout de tant de temps, vraiment, on devient, je dirais, c'est plus que des amis. On est presque comme dans une grande famille, dont on partage les joies et les peines, mais les laisser, ça serait, il me semble, les trahir. Quand on est arrivé, quand je suis arrivée en 81, c'était pauvre, c'était très pauvre. Les gens étaient presque dans des cabanes. Il y avait très peu de maisons construites. Et c'était comme un désert. Il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien. Là, il n'y avait pas d'eau. On achetait de l'eau. Et donc, on a vu tous les progrès qui se sont installés peu à peu. Il y a eu l'eau. Il y avait d'abord l'électricité. Quand je suis arrivée, ça venait juste pendant les autres sœurs qui avaient été avant moi. Quand elles rentraient le soir, c'était en pleine nuit, sans électricité. Moi, quand je suis arrivée, l'électricité venait d'être mise. Et puis après, il y a eu donc l'eau. Il y a eu le téléphone, oui. Il y a eu des écoles, parce qu'il n'y avait pas d'école. Quand j'étais pas là, moi, quand la première école s'est faite, ils travaillaient avec des briques. Ils s'assoyaient sur des briques et ils faisaient comme ils pouvaient sur leurs genoux, les enfants. Et puis maintenant, il y a des écoles. Ça a bien progressé. Alors quand on est arrivé, c'était pas dangereux, pas tellement, vraiment. Il y avait des petits vols, mais c'était rien, quoi. C'était si on laissait quelque chose dehors, bien on le retrouvait plus. Mais si on le laissait, quoi. Mais c'était pas. Mais alors maintenant, là, oui, depuis je dirais depuis 5-6 ans, là, il y a des bandes qui se sont formées et qui sont très dangereuses. On a eu, il y a 2 ou 3 mois, là, un mort le samedi, un autre le dimanche, juste à côté là, du centre culturel où on travaille.
Oui, alors justement, parlons-en de ce centre culturel que vous avez monté. Il y a une action essentiellement éducative. Depuis quand existe-t-il ce centre culturel? Alors, le centre culturel, ça a d'abord été, il y avait une paroisse, hein, on s'était installé, on avait fait une bibliothèque à la paroisse. Et puis, pour des complications avec ouais, il faut dire la vérité, hein, avec certains gens de l'Église, ça faisait restreint. Ça faisait qu'on ne pouvait pas appeler un groupe d'enfants autrement qu'avec le nom d'un saint, par exemple. C'était des histoires bêtes comme ça, qui a fait que petit à petit, ça devenait un peu difficile de vivre ensemble. Hein. Alors, les responsables où on était, là, nous avaient dit que ça serait bien qu'on cherche ailleurs. Hein. Alors donc, on a cherché où trouver. Et on a fini par trouver un terrain. Hein, et j'avais eu un petit héritage là, de ma famille. Et on a acheté ce terrain où il y avait une construction en mauvais état. Alors c'était en... 2001, 2000, oui, par là. 2001, Oui, 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 hein, oui. Mais entre-temps, on faisait nos réunions en été sur la place publique et en hiver, on nous prêtait le local du verre de lait. On se faisait... Oui, oui. Et c'est comme ça qu'on a survécu jusqu'à ce que on décide. Hein, les professeurs où je travaillais au Franco-Péruvien, les professeurs me disaient mais construis quelque chose et on ne voyait pas comment on allait construire. Et puis on a fait appel, hein, entre autres au groupe de Solidarité Pérou de Besançon. De Besançon. Oui, et puis après, il y a eu, alors comme j'étais au Franco-Péruvien, les ambassades nous ont donné de l'argent, sont venus apporter aussi du matériel, tout ça. Et alors, on a fait ce qu'on appelle le rez-de-chaussée en France, et qui est un premier étage au Pérou. Hein. Il y avait une bibliothèque, et puis une petite salle au fond, et puis une petite cuisine, et puis c'était tout. Hein. Mais c'était bien fermé. Et on faisait là, les réunions. Et puis après, lentement, on a de nouveau fait appel, surtout à Solidarité Pérou, pour faire un deuxième étage. Et puis, jusqu'à 2007 ou 2008, je ne me rappelle plus, là, un autre étage. Et voilà. Donc maintenant, on a un beau centre culturel de 3 étages qui trône au milieu du bidonville. Oui. Parce qu'il a une position centrale dans le bidonville. Oui. Alors, il est très beau, il se voit de loin, il est tout blanc, ouais. C'est magnifique avec un drapeau au-dessus. C'est un lieu public, mais d'initiative privée. Oui, oui. Alors ce centre culturel, il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tout le monde. C'est ça peut-être l'avantage qu'on a eu de laisser la partie religieuse directement. C'est pas, hein, moi je suis croyante, hein, et quand on me le demande, hein, je peux témoigner de ma foi. Mais on reçoit tout le monde. Tout le monde. Il y a une espèce de secte qui s'appelle Israël, qui est propre au Pérou. Hein, et bien, nous avons des enfants d'une famille là, qui sont des gentils petits-enfants et qui viennent faire de la musique. Et ils viennent avec leur tresse derrière parce qu'ils ne se coupent pas les cheveux. Et tout ça voisine avec des gens qui croient en rien, d'autres qui... Enfin, en rien de religieux, d'autres qui sont aussi des évangélistes, hein, parce que c'est très diversifié. Les sectes sont très actives dans les bidonvilles. Oh oui. Ils font beaucoup de propagande et tristement, je dirais que l'Église devrait un petit peu se moderniser parce que les gens ont besoin de ces églises petites là où ils s'entraident et souvent c'est un peu froid et alors c'est dommage, hein, ils laissent un peu l'église traditionnelle pour ces églises qui sont plus fraternelles, qui semblent plus fraternelles. Denise, vous êtes aussi avec une religieuse péruvienne, oui. Elsa. Pouvez-vous nous en parler ? Alors Elsa vient d'une famille qui avait des terres, et d'une famille qui avait une bonne vie, bien facile. Hein, et elle a laissé tout ça. Hein, et c'est elle qui est venue avec d'autres religieuses dans ce coin, dans ce bidonville. C'est elle qui a commencé, elles sont restées 5 ans. Hein, et puis
Plusieurs sont repartis au bout d'1 an, au bout de 2 ans, et puis au bout de 5 ans, juste quand nous sommes arrivés pour voir où on allait, elle allait se retrouver toute seule parce que les sœurs avaient opté pour d'autres endroits. Et donc on s'est présenté en cherchant où on allait rester, et elle nous a offert de venir là. On était 3, une qui s'occupait des comédors, c'est-à-dire des cuisines familiales. C'était très répandu Oui. il y a 30 ans. Elsa qui est professeure à l'université, et moi qui étais au franco-péruvien pour avoir un salaire. Et après, on se dédiait aux gens. Les 3, on faisait un travail avec les gens du coin. Les enfants, Donc c'est un travail, on peut dire, d'éducation. D'éducation, oui. À travers de groupes, vous avez lancé des groupes, si on peut dire, qui s'appellent les groupes César Vallejo. Voilà. Un poète péruvien. Oui. Quand j'étais en France, j'ai travaillé pendant un temps dans un petit séminaire et on faisait des groupes. Donc j'avais un peu déjà de l'expérience. Et il nous est apparu que en faisant des petits groupes ouverts à tous, on pouvait s'éduquer mutuellement, quoi. Parce que on les éduque, mais ils nous éduquent aussi eux-mêmes. Ils sont, pour certains aspects, plus développés que nous, au point de vue social, au point de vue de... Alors, ces petits groupes, il y en a un, c'est de 7 ans à 12 ans. Ils sont toujours environ de 25 par là, de 25-30. Mais actuellement, plutôt 25. Donc ils se réunissent toutes les semaines? Toutes les semaines, oui, toutes les semaines. Alors ceux-là, ils se réunissent le samedi matin. On commence par un déjeuner parce qu'il y en a qui déjeunent pas. Alors, toute cette matinée-là, ils seraient affamés. Donc, on fait pour tous un petit déjeuner à partir de 9h, là. Et puis, après, on fait ce qu'on peut pour qu'ils reçoivent un message qui puisse les aider pour leur vie. Alors, pour les petits, eh bien, on utilise des films appropriés, sur des thèmes et qui les intéressent. Il faut qu'il y ait de l'action, on fait beaucoup de jeux aussi, parce que le jeu, ça permet d'obéir à des règles, parce que ce sont des enfants qui sont souvent, ils n'ont qu'un parent, ils ne sont pas toujours le père. Souvent là, oui, la mère est seule, et puis ils ont besoin de se discipliner. Souvent, ils sont incapables de suivre une idée de poursuivre une idée, d'entendre, de dialoguer, et on les fait s'exprimer. Alors, ils viennent volontairement, c'est pas... Totalement volontairement. Sinon, s'ils viennent, il faut qu'ils viennent après régulièrement. Ils prennent l'engagement de venir régulièrement. Oui. Et ils le font. Alors, ils versent une petite contribution, j'ai vu. Oui, 20 centimes. Oui. C'est pour les petits, 20 centimes. Participation c'est pour c'est surtout pour les anniversaires. On fête les anniversaires. Et puis, on va, pendant l'année, 2 fois à la piscine, quand c'est l'été. Et pour les petits, 2 fois à la piscine. Et puis, un petit voyage pas très loin. Un peu plus loin, d'1 jour. Alors, les adolescents, c'est le vendredi soir. Alors, c'est plus compliqué, mais il n'y a pas moyen de les avoir à un autre moment que le vendredi soir, parce que le reste, ils sont à l'école, et le samedi et dimanche, ils vont travailler au marché, à différentes choses, donc ils ne sont pas libres non plus. Il y a une partie des adolescents qui travaillent pour pouvoir se payer des études. Oui. Le matin, ils vont travailler, et l'après-midi, ils vont étudier. Je ne sais pas à quel moment ils peuvent faire les devoirs et étudier après à la maison, parce que je pense que ça, c'est vraiment dur. Donc ça, c'est une réalité que vivent beaucoup de jeunes, on peut dire la plupart des jeunes. Dès qu'ils sont un peu grands, il faut qu'ils ramènent de l'argent à la maison. Alors, on a aussi les adultes, César Vallejo 3. Alors, expliquez-nous ce que c'est ce mouvement des adultes. Ça a commencé quand on n'a pas pu continuer, où on était là, avant à la paroisse. Les parents ont cherché avec nous comment faire, les parents des enfants, pour que leurs enfants continuent avec nous. Et puis après, au bout d'un certain temps, ils ont dit, mais nous aussi, on pourrait faire un groupe. Et puis ce groupe, il continue. Ça fait très longtemps, ça fait une douzaine d'années, 13 ans, 14 ans. Quel est
C'est simplement une réunion entre amis ou c'est aussi... Ah ben, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours avec l'idée d'une éducation. Alors, on utilise, que ce soit pour les 3 groupes, on utilise beaucoup les films, parce que au Pérou, on lit très peu. Vous soutenez un peu l'action, enfin même beaucoup, l'action du docteur Roras, Oui, qui a ouvert un polyclinique, enfin un centre, Oui. Disons, on va dire un dispensaire oui, pour les plus pauvres. oui. Hein, c'est depuis le début, vous Oui, êtes ça engagé dans ce soutien. Oui. Et On a réussi à faire un local communal c'est avec... attends, comment ça s'appelle un laboratoire. Oui, voilà. Hein. On a un laboratoire, des infirmières. Je ne me rappelle plus Il y comment a les on dit. consultations du médecin. Comment ça s'appelle Oui, enfin, ça Oui, s'appelle ça le s'appelle comme polyclinico. S'ils ont besoin d'une consultation, s'ils peuvent payer, ils payent un petit peu, c'est pas très cher. Et il y a une infirmière, il y a, alors, par tour de rôle, hein, il y a un psychiatre qui vient, il y a des gens qui se sont proposés comme ça. Hein. Il y en a un qui nous soigne en nous touchant les pieds, là. Un réflexologue, je crois. Oui, c'est ça je sais plus. Oui, c'est ça. Hein. C'est des gens qui veulent donner un coup de main là, et qui soignent gratuitement. Ils font des journées aussi de soins. Hein. Et c'est le docteur Roras qui en est le chef, puisque c'est lui qui a tous les diplômes. Hein, Oui, puis c'est lui qui a eu l'initiative de construire qui a eu l'initiative. Oui. ce Alors, polyclinique. pourquoi on fait ça? C'est parce que sur Año Nuevo, il y a un petit dispensaire. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Hein. Il y a un petit dispensaire. Mais pratiquement, à part donner des remèdes pour la tuberculose, ils font rien. Rien Ils du n'ont tout. pas le moyen. Rien du tout. Ils n'ont pas les moyens, puis c'est pas des gens qui sont intéressés à le faire. Oui. Alors on a essayé de lutter parce que c'est pas non plus, on ne peut pas les remplacer, mais il fallait bien que les gens trouvent un coin pour se faire soigner. Écoutez, on arrive au terme de cet entretien. Je vous remercie beaucoup. Et Merci à j'espère qu'on se reverra à Besançon. Avec grand plaisir. Voilà, au revoir. Au revoir. Merci.